comment est-ce que tu as ressenti l'ambiance générale sur l'enregistrement et comment est-ce qu'on a procédé au global pour enregistrer les différents instruments et tout ça, quoi. Bien, alors l'ambiance générale sur l'enregistrement de l'album, elle a été particulièrement enthousiaste. Ce que j'ai particulièrement apprécié en rencontrant les Blue Little Penny, c'est leur formidable naïveté devant le studio. C'était un groupe de scène à la base, et ils découvraient l'enregistrement studio avec ses spécificités. Mais en même temps, vraiment, ce qui m'a touché, c'est leur formidable enthousiasme. Euh, il y avait bien sûr une excitation de découverte. On ne connaît pas, tout est nouveau. On aurait dit parfois des enfants devant un sapin de Noël. Mais il y avait aussi une vraie volonté de se plier aux règles des enregistrements qui sont particulièrement strictes et un peu différentes de la scène. L'ambiance, elle a été fantastique. Ce sont d'excellents camarades. Au-delà de l'enregistrement du disque et de mon intervention en tant qu'ingénieur du son, ce sont devenus des amis, tous les quatre. Et c'est un honneur pour moi, c'est mon privilège. Et chaque session d'enregistrement, il y en a eu une quinzaine, a toujours été un moment particulièrement agréable pour moi et j'espère pour eux. Est-ce qu'il y a eu des points faciles et des points plus difficiles au moment de l'enregistrement enfin, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a particulièrement marqué à ce niveau-là, quoi? Lorsqu'on enregistre un disque alors qu'on vient de la scène, ce qui était le cas des BLP, pour l'ingénieur du son, il y a toujours une petite crainte, a priori. Moi, ma plus grande inquiétude, c'était comment ils vont jouer. Et, euh, et bien sûr, comme un groupe n'est jamais aussi bon que son batteur, la plus grande question, c'était comment le batteur va jouer. Et dès la première séance, alors il y a eu une demi-heure d'errance parce que le batteur est gaucher, il a fallu 30 minutes pour retourner la batterie et la mettre en gaucher. Déjà, ça partait vraiment pas bien. Mais quand on l'entend jouer, le gars, alors bien sûr, il joue très bien, il est régulier, ça, il a un sens du timing impeccable, mais surtout, et ce qui est très très important pour l'enregistrement studio, il joue pas fort et il est extrêmement régulier dans ses frappes. Pour un ingénieur du son, quand on sonorise une batterie pour l'enregistrer, c'est du velours. Donc rien que ça, déjà, être rassuré sur le batteur, tu sais que tu vas pas mettre 4 jours à enregistrer un titre. Les séances d'enregistrement avec les BLP, c'était toujours des challenges parce qu'on avait un timing extrêmement resserré. C'est-à-dire que pour enregistrer un morceau, souvent c'était une session. Et une session, c'est 14h, 21h. Donc en 7 heures, il faut enregistrer une batterie, une basse, une ou plusieurs guitares, une ou plusieurs voix, voire des ornements de synthé, sample ou autre. C'était vraiment un challenge et ils y sont parvenus à chaque fois. Les choses qui m'ont vraiment marqué, le solo de batterie d'Aimé sur la non-culture, la guitare d'Ethan, la première fois qu'il a joué sur le premier morceau, Vol ce monde, parce que je ne savais pas ce que ça allait donner, et dès qu'il a commencé à jouer, j'ai fait Wouh! La formidable capacité à comprendre l'harmonie et à sublimer les parts de basse de Nestor. Parce que Nestor, bon, il y a des bassistes, ils jouent, mais c'est des bons bassistes. Il y a des bassistes, ils jouent, mais c'est des mauvais bassistes. Lui, c'est un très bon bassiste. Parce qu'au-delà de jouer la rythmique, au-delà de jouer, on va dire, la fondation de la musique, ce qui est le rôle de la basse, il a une connaissance harmonique et un sens de l'aventure musicale qui enrichit énormément les compositions. Et puis, une des meilleures surprises aussi, c'est Jérémy. Parce que Jérémy a énormément progressé entre le début des enregistrements, fin 2019, et la fin des enregistrements, 3 ans plus tard. Énormément progressé. Jérémy, ça a été par moments compliqué parce que un chanteur, ça se met en confiance, ça doit se mettre en confiance, et c'est le rôle du producteur slash ingénieur du son. Et en même temps, il faut le diriger, au sens managérial du terme. Il faut le diriger, c'est-à-dire commencer par lui montrer la direction dans laquelle on va, et puis avoir le courage de lui dire tu n'y es pas encore, et supporter son regard de chien battu quand on lui dit tu n'y es pas encore, mais recommencer sans cesse. Il avait quelques défauts qui n'étaient pas rédhibitoires, mais qu'il fallait corriger. Notamment un petit côté enfant de cœur quand il chantait. Et le côté enfant de cœur, ça peut aller très très bien à l'église. Sur un groupe de rock, c'est un tout petit peu en décalage.
Alors qu'il avait le truc en lui. Il l'a. La preuve, c'est sur le disque. Alors, le moment le plus désagréable, c'est quand j'ai reçu les 97 pistes de voix mixées sur un morceau. Là, ce jour-là, j'ai inventé des noms d'oiseaux qui ne sont pas dans le dictionnaire et que j'ai attribués à chacun d'entre eux. Comment est-ce que toi, en tant qu'ingé son, tu as sonorisé la batterie d'Aimé? Sachant que tu en as un peu parlé juste avant en plus. Alors, pour sonoriser la batterie, bon, c'est une batterie relativement classique, 5 fûts, donc une grosse caisse, une caisse claire et 3 tomes, euh, qui sont en 10, 12 et 14 si mes souvenirs sont bons. Donc la sonorisation de la batterie se fait dans une pièce adaptée. C'est une pièce qui est assourdie sur les côtés, assourdie au sol et un peu vivante au plafond, avec un plafond très bas. La sonorisation de la batterie se fait avec plusieurs micros, et quand je dis plusieurs, je pèse mes mots. On a 2 micros sur la grosse caisse, un micro intérieur. La grosse caisse a une couverture à l'intérieur pour l'étouffer. Il y a un micro à l'intérieur, c'est un Shure, micro à plat. On a un micro à l'extérieur, c'est un AKG des 112, c'est un classique. Donc ça permet de prendre de l'intérieur le kick, c'est-à-dire le contact de la pédale sur la peau, et à l'extérieur la résonance de la caisse, et de pouvoir mixer les deux comme on l'entend, a posteriori. Pour la caisse claire, on est sonorisé là encore par 2 micros, 2 SM57 de Shure, un dessus, un dessous. Le dessous pour capter le timbre, c'est-à-dire les barres de métal qui résonnent, et le dessus pour capter l'attaque, voire les petites ghost notes ou les coups de rimshot ou des choses comme ça. Pour le charlet, on a un micro à part qui est un micro actif, un stylo de chez Sennheiser. On a sur les overheads 2 stylos également actifs. Et on a enfin sur chaque tome un micro individuel. J'ai 2 petits Sennheiser sur les 2 petits tomes et un SM57 de Shure sur le tome basse. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10 micros pour la batterie. Et il m'arrive de placer un micro à 5 mètres, mono, juste pour prendre la room, au cas où j'ai besoin de gonfler le son un peu à la John Bonham de Led Zeppelin. La manière dont on enregistre les morceaux, c'est à peu près toujours la même. On a 4 musiciens qui sont à peu près chacun spécialisés dans leur instrument. Jérémy joue un peu de guitare en plus de la voix. Ethan joue de la guimbarde, me semble-t-il, en plus de la guitare. Et met du glockenspiel. Plus sérieusement, on commence généralement par la piste de batterie. Et la piste de batterie se fait ou avec clic ou sans clic. Il y a eu pas mal de morceaux enregistrés sans clic, donc à l'ancienne, vraiment. Lorsqu'on faisait des morceaux sans clic, forcément, il fallait qu'un autre musicien accompagne la batterie pour donner le feeling du morceau, pour que l'un et l'autre se donnent le feeling du morceau. Donc on le faisait avec généralement une guitare, la moins bruyante possible, de manière à conserver le son de la batterie à part, puisqu'on refaisait la guitare en overdub derrière. Pour la batterie, je dirais que très souvent c'était une prise entière, avec parfois des punchs sur certaines parties, mais c'était assez rare. Donc l'autre but, c'était généralement ça prenait entre 1 et 2 heures, d'abord de répéter le morceau plusieurs fois, la batterie, sans enregistrer, ou en tout cas sans lui dire qu'on enregistrait, et ensuite de le jouer jusqu'à ce qu'on ait une prise exploitable. Il est très rare que l'on ait fait la basse juste après, on attaquait plutôt généralement les guitares. Les guitares se faisaient avec Ethan qui souvent savait exactement ce qu'il allait faire. Ethan arrivait toujours avec sa vision du truc, il savait quoi. On a travaillé parfois sur les sons, un peu, parce que ça n'avait pas été travaillé en amont, mais ça n'a jamais pris trop de temps, et il n'y a jamais eu trop de prises à refaire. Enfin, les guitares, c'était généralement tranquille. On a fait les voix après, voix et ou chœur. Les voix, ça prend toujours un peu plus de temps parce que là, il faut vraiment que ce soit absolument irréprochable, non seulement dans la justesse, dans la technique, mais aussi dans l'intention, ce qui n'est pas forcément le cas des autres instruments. Il y a peut-être moins de nuances dans une guitare ou dans une basse que ce qu'il peut y en avoir dans une voix. Et donc la voix était toujours un moment un peu intense en termes de réalisation. Le problème qu'on a eu dans les toutes premières séances, c'est qu'on faisait la voix à la fin, il restait 20 minutes de session, donc un peu de pression. Et du coup, on a changé ça. On a mis les voix,
les voit en se laissant du temps. Voilà. C'est-à-dire que quand on savait qu'on pouvait le faire en 20 minutes, on restait 2 heures. Et très souvent, les basses se sont faites à la fin. Certaines mauvaises langues disent que c'est parce que Nestor était toujours à la bourre. C'est-à-dire qu'il ne savait pas ce qu'il allait jouer. Des fois, il ne connaissait pas le morceau. Mais c'est pas vrai, en fait. Donc, respect à Nestor. Est-ce qu'il est nécessaire de savoir bien jouer avec tous les outils qu'on a numériques? Je vais répondre en 2 temps. Du temps où il y avait une bande qui tournait, un certain nombre de pistes, ça a été 4 dans les années 60, 8 à la fin des années 60, et puis très vite 16 ou 24 dans les années 70, il y avait une bande qui tournait, il fallait jouer. Tu te plantais, tu pouvais recommencer. Mais il fallait que tu recommences. C'est-à-dire faire un punch de 1 ou 2 notes, c'était particulièrement compliqué pour l'ingénieur du son qui devait faire ça. Les outils de correction étaient quasi inexistants, ou en tout cas tellement difficiles à mettre en œuvre que personne s'en servait. Donc il fallait que les gens sachent jouer, sachent chanter. C'est une évidence. De l'autre côté, aujourd'hui, si tu tombes sur des gens qui font des erreurs, tu as tous les outils qu'il faut pour corriger ces erreurs. Il y a les fameux autotune ou autres pour la voix. Il y a le fait que tu peux découper les pistes comme tu veux. Tu peux copier, coller si tu es sur un clic. Ok, ouais, super. Si tu veux que ton morceau sonne, il va falloir que le musicien joue. Si tu veux que ça sonne bien, il faut que ton chanteur chante. S'il fait une erreur sur une note, c'est ok. Mais s'il fait des erreurs tout le temps, tu auras beau avoir autotune, Melodyne ou tout ce que ça sonnera pas. À la limite, à la fin, si vraiment tu as tout corrigé d'enfer, ça va chanter comme un ordinateur. Il m'arrive d'utiliser des corrections, à bon escient, mais je peux te dire un truc, c'est que le jour où toi, en écoutant le morceau, tu dis « Ah, là, il a corrigé », c'est que j'ai mal fait mon boulot. Parce que lorsque je sens que ça s'entend, je reviens en arrière. Tout le temps, systématiquement. Après, ça peut être aussi un effet. Quand on veut un effet autotune, le fameux effet, Maître Gims ou autre, là, il n'y a pas de problème. Ça, on l'a. Oui, on possède beaucoup plus d'outils qu'avant. Oui, ça peut faire gagner du temps dans les punchs, dans les montages, dans les corrections. Mais si tu veux que ton morceau sonne, il faut que les gens le jouent et le chantent correctement. Est-ce que j'arrivais à saisir l'intention des morceaux? Oui, pas forcément tout de suite. En revanche, le dialogue avec le groupe a toujours été très ouvert, très poussé, parce que ce sont des gens qui connaissent la musique. Donc on peut aller loin, on peut se parler de choses, on parle le même langage. Je me suis jamais trouvé, même lorsqu'il s'agissait de juger les mixages, je me suis jamais trouvé face à un groupe qui me disait non, on voudrait que ça sonne plus organique ou je voudrais que ce soit plus orange. Non, parce que ça, c'est juste pas possible. Donc ce que j'entendais, c'était ça, c'est peut-être un peu fort. Là, on aimerait que les choses soient plus diffuses, là, des trucs concrets. Et dans l'intention du morceau, c'était pareil. Quand il m'expliquait quelque chose, c'était pas on voudrait le voyage au travers de l'éther, de l'air. Non, on voudrait du space echo, s'il te plaît. Bon, le style du groupe a beaucoup évolué à travers le temps. Le style des compositions et les morceaux également. Ce qui fait qu'on se retrouve à la fin de 3 ans d'enregistrement avec 12 morceaux dont les styles et les intentions sont vraiment différents. Et le sujet, c'était comment aborder le mixage et le mastering pour que tout ça soit cohérent et qu'on n'ait pas à la fin 12 singles, mais bien un album. Alors, il a fallu trouver un son Blue Little Penny. Et ça, c'est un choix. Il y a le son que le groupe a, qu'on retrouve quand ils sont sur scène, et puis il y a le son que l'on peut donner, ce sur quoi on peut appuyer un peu sur l'enregistrement, et donc sur le mixage. Et ma manière d'aborder ça, ça a toujours été de mettre en avant les musiciens, ils sont que 3, mais ils font du bruit. Donc l'idée, c'était de faire en sorte que lorsqu'il y ait une guitare, une basse et la batterie, déjà, ça sonne comme quelque chose de cohérent et de relativement puissant. Le chant venant en plus. Ma manière de faire ça, ça a été d'utiliser un peu de compression, ça a été d'utiliser de la spatialisation, notamment avec les guitares, comme on faisait à l'ancienne, c'est-à-dire avec la guitare panée d'un côté et par exemple sa reverb mono panée de l'autre côté. Je vous renvoie à l'intro de Non Culture, par exemple. Et de faire en sorte que tout ça, sans être massif, soit puissant. Je procède par touche de compression sur les différents instruments, puis par compression sur le mix,
puis par compression sur le mastering. Mais forcément, tu comprends bien que si tu fais 3 étages de compression, tu ne peux pas compresser de dingue à chaque fois. Sinon, au bout d'un moment, tu te retrouves avec plus rien. Donc ma manière de rendre tout ça cohérent, ça a été d'avoir toujours la même base batterie basse guitare. Et que cette base soit forte, puissante, pour qu'ensuite on puisse venir rajouter, s'il y a d'autres instruments, et il y a des morceaux où il y en a beaucoup, des violons, des pianos, de l'accordéon, au moment où ces instruments rentrent dans le mix, ils viennent en plus, ils ne viennent pas déséquilibrer ce noyau dur de batterie basse et guitare. La voix, elle continue à planer au-dessus, qu'il y ait une voix, 2 voix, 3 voix, 6 voix ou 87 voix. La manière de rendre ça cohérent, c'est de conserver une base solide et perdurante de rythmique, donc de batterie basse guitare. Comment est-ce que tu vois le rôle de la compression au moment au moment de l'enregistrement du mix et du coup du mastering, puisqu'on en parlait. Bien, lorsqu'on a affaire à un groupe comme ça où il y a essentiellement 3 musiciens, donc on va se retrouver avec 3 instruments, peu ou prou, une batterie, une basse, une guitare, et on est quand même en 2022, on n'est plus en 1973. Donc l'idée c'était quelle couleur on va donner à ça pour que ça ait quand même un peu de pêche. Et l'une des manières dont j'ai abordé ça, c'est avec la compression. Lorsque j'enregistre, déjà à la base, j'utilise de la compression directement entre le micro et l'enregistreur. C'est le cas pour la batterie, où je passe par des préamps, je passe par des compresseurs à effet de champ. C'est le cas pour la guitare et la basse. Généralement, il s'agit de compresseurs à effet de champ du type LA2A, juste pour leveler un peu. Et pour la voix, c'est encore plus le cas, parce que le micro rentre directement dans une boîte magique de chez SPL, qui s'appelle le Gain Station, et qui permet d'avoir un étage de gain clean, un étage de gain tube, plus une compression soit à crête, soit à effet de champ. J'utilise celle à effet de champ pour ma part. Donc déjà, lorsque la voix rentre dans l'enregistreur, elle est belle. Une fois ces pistes enregistrées, très souvent sur la batterie, je remets ce qu'il faut sur la grosse caisse et la caisse claire. Je ne remets pas de compression ou très peu, ou alors pour faire un effet sur les overheads. Et je mets de la compression d'attaque de type 1176 sur les toms pour leur donner simplement de la pêche, notamment cette attaque, plutôt que le bouche à la fin avoir le pic. Sur la batterie, je mets également un compresseur final sur le bus. Et là, ça dépend de la couleur que je souhaite obtenir. Ça peut être un distressor, ça peut être un Fairchild, ou en tout cas leur magnifique recréation par UAD. Sur la voix, une fois qu'on est passé dans ce Gain Station, très souvent en traitement, je passe par le Manley Voxbox, qui est une sorte de channel strip spécial voix, qui contient un compresseur, de-esser, equalizer, et qui permet un contrôle plutôt sympathique de la voix, notamment la voix lead. Il est très rare que je recompresse les voix en sortie de bus, mais ça peut être nécessaire, notamment quand il y en a beaucoup. Et là, souvent, c'est un simple compresseur de type LA2A. Ça peut être un Fairchild, mais ça donne une couleur particulière, mais pourquoi pas. Voilà. Ensuite, il y a souvent, mais pas tout le temps, un compresseur de mix sur la sortie mix. C'est très souvent un SSL, le G-Comp. Mais il n'est pas forcément là, il y a des morceaux où il n'y en a pas. Parce que des fois, en ayant compressé les différents éléments sur leur bus, enfin sur les stems, c'est suffisant. Et par contre, il y a forcément de la compression au mastering qui est plus ou moins importante. Cela dit, pour atteindre l'effet voulu, plutôt qu'un compresseur, je vais passer par un limiteur. Ça dépend de la qualité de l'enregistrement à la base. On a parfois besoin de compression, parfois un limiteur suffit. L'idée, c'est que le résultat, quand tu l'écoutes, il ne faut pas que tu les entendes, les compresseurs, ou en tout cas pas trop. Lorsque tu écoutes le résultat, si tu entends trop de compression que tu n'as pas souhaité, tu as raté ton mixage ou ton master, donc il faut recommencer. Il faut corriger quelque chose. La compression, ça peut s'utiliser comme un effet. Je veux que ce soit compressé. Vraiment, je veux que ça s'entende, je veux que ce soit trop compressé. Oui, c'est ce que je cherche. Et dans ce cas, tout est ouvert. Soit ça s'utilise pour linéariser, pour
lisser un peu le son, et à ce moment-là, bien sûr, il ne faut pas que ça s'entende. Donc ma manière d'aborder la compression, c'est ça, c'est de la compression raisonnablement au moment de l'enregistrement, mais celle qu'il faut, une compression peut-être un peu plus marquée au moment du mixage, et une compression légère au niveau du mastering. Bon, le traitement des voix est important parce que la voix, c'est ce que les gens vont entendre le plus instinctivement. Notamment quand il s'agit de chansons en français, les gens vont être attirés par qu'est-ce qu'il dit. Et puis la voix, c'est la mélodie, donc c'est ce qui fait l'intérêt de la chanson pour la plupart des auditeurs. Une voix, il faut que ce soit intégré dans le reste de la musique, mais en même temps, quand il s'agit de voix françaises, il faut que les paroles soient hautement intelligibles. L'auditeur français ne supporte pas de ne pas comprendre les paroles, sauf quand il s'agit de Mylène Farmer. L'auditeur anglais, ou enfin l'auditeur anglo-saxon, lui, se fiche éperdument de comprendre ou pas comprendre ce qui se dit, du moment qu'il entend la mélodie. Le français, lui, il veut comprendre ce qui se dit. On a cette sorte d'obligation dans le cahier des charges de faire en sorte que la voix soit intelligible. Et du coup, ça complique un peu le jeu. Parfois, ça oblige à pousser la compression ou la limitation dans ces derniers retranchements. Et là apparaît un nouveau problème qui s'appelle le S-ing. C'est-à-dire que les sifflantes sont extrêmement fortes sur le disque et ça devient un enfer. Donc il y a des outils pour ça qui s'appellent les DSR, mais là encore, c'est un peu comme la compression. Quand tu entends le DSR, c'est que tu te l'as mal fait. Ma manière de traiter les voix, c'est avoir à la base le meilleur enregistrement possible. Donc avec un chanteur qui ne bouge pas devant le micro, qui ne tourne pas la tête, avec un chanteur qui délivre la bonne puissance qu'il faut par rapport à l'intention à donner à ce qu'il chante. Et une fois que j'ai cette bonne piste-là, les traitements derrière sont assez limités, en fait. Ça peut être des effets, après. J'aime bien donner de la profondeur aux voix. Une voix sur un disque, il faut que ça paraisse plus grand que nature. C'est-à-dire que c'est pas le chanteur qui vient te chanter comme s'il était devant toi. Non, il est au sommet du mont Olympe. Plus ou moins loin de toi, mais il n'est pas dans la même pièce que toi. Il n'est pas à ton niveau, en tout cas. Il doit être plus haut. Donc ça se fait avec différents effets, suivant la chanson, suivant le morceau. Et avec une voix bien enregistrée, et Jérémy a une voix assez aiguë, dans un registre assez haut, donc qui ressort déjà par rapport à une voix qui serait plus dans le registre baryton. Et on peut se faire plaisir avec les effets. Ouais. Alors souvent, lorsqu'il y a plusieurs voix, ça multiplie le problème par le nombre de voix. Lorsque les Blue Little Penny ont la bonne idée de faire un enregistrement avec 48 voix dessus, chacune sur une piste séparée, ça complique un peu le sujet. Et ça oblige à vraiment avoir une direction générale dans laquelle on veut aller et à s'y tenir. Sachant que 48 voix, en fait, c'est presque plus difficile à manager graphiquement que ce que ça l'est en termes de son. En termes de son, c'est un peu comme si on enregistrait une chorale. Si ce n'est que là, la chorale, on peut en isoler chacun des chanteurs, mais sinon, c'est comme une chorale. Donc il faut veiller à ce qu'on donne un effet de groupe. Par exemple, on parlait tout à l'heure des corrections. Si tu fais trop de corrections sur 48 voix, ça va sonner 48 fois la même chose, ce qui n'a absolument aucun intérêt. Donc ne fais pas de corrections quand il s'agit d'une chorale, si tu veux avoir l'effet choral. Et puis il faut mettre on va dire la bonne quantité de limitation et de compression pour que ces nombreuses voix ne viennent pas prendre le pas sur autre chose, parce que ça fait beaucoup de bruit 48 voix. Et en même temps, qu'on sent bien qu'il y a 48 voix. Si tu prends trois morceaux comme Vole ce monde, Défauts infaillibles et Rêves accomplis, on est sur trois trucs complètement différents. Vole ce monde, on est sur quelque chose de très rock, ancré sur une batterie, une basse, une guitare et de la voix. Défauts infaillibles, on a deux guitares électriques plus un niveau, une basse et une voix. Il n'y a pas de chœur, il n'y a rien. Et sur Rêves accomplis, tu as batterie, basse, guitare sèche, piano, violon, deux chanteurs. Enfin, voilà, on est vraiment... Et en plus, les morceaux, dans leur intention, ne sont pas du tout les mêmes. Alors, lorsque tu as trois choses aussi distinctes, aussi disparates, c'est là que ça devient compliqué. En même temps, tu respectes les mêmes règles de base. C'est-à-dire que tu t'assures que ton enregistrement, à la base, soit bon. Puisque ce sont les mêmes musiciens qui jouent sur les mêmes instruments, tu t'assures que ça sonne comme sur les autres morceaux. Ce qui est déjà un bon début pour la cohérence quand même. Ensuite, il y a une chose qui est bien, c'est que comme ce sont les mêmes musiciens qui jouent, ils vont jouer avec leur feeling et ce sera toujours le même. Donc la cohérence, elle passe aussi par là. Et puis pour le reste, tu es forcé de ne pas avoir la même approche, de ne pas avoir le même résultat. La cohérence, c'est pas l'identité. Être cohérent, ce n'est pas être identique. Et c'est tant mieux, c'est ce qui fait aussi la variété
d'un album, c'est qu'on n'a pas l'impression d'écouter 12 fois la même chanson. En tout cas, c'est ce qui fait la force de celui-là. Et c'est aussi ce qui en fait un peu l'originalité. Donc, cohérence, oui. Linéarité, identité, non. Jusque-là, quel a été le morceau le plus difficile à mixer? Il m'en vient deux, pour deux raisons très différentes. Un qui est évidemment difficile à mixer, c'est Elle te murmure, à cause du nombre d'éléments qu'il compose. Des éléments en termes de nombre de pistes, des éléments en termes de nombre de structures différentes dans le morceau, nombre de passages différents. Donc là c'est compliqué parce que le morceau est compliqué à la base. Mais sinon, le morceau sur lequel j'ai eu le plus de difficultés, c'est le premier qu'on avait enregistré, Vole ce monde, vraisemblablement parce que c'était pas le mieux enregistré. Et la manière dont tu résous ces deux problèmes, qui sont très différents, va être très différente. Mais quoi qu'il arrive, ça va être 317 heures de travail dessus. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Il y a quelque chose d'extrêmement satisfaisant à arriver au résultat d'un mix qui soit satisfaisant, enfin qui plaise, un mix qui plaise avec un morceau sur lequel il y a 102 pistes. A contrario, il y a quelque chose d'extrêmement frustrant de ne jamais parvenir au mixage qui te plaît avec un morceau où il y en a 5 de pistes. Il y a deux étapes dans le mastering. Il y a d'abord le mastering des morceaux individuellement, et ensuite il y a une passe plus globale. Donc ma manière d'aborder le truc, c'est une fois que le mixage est satisfaisant sur un morceau, j'en fais le master. Je sais ce que je veux atteindre en termes de puissance, les fameux loofs. Je sais ce que je veux atteindre en termes de son, de sonicité. Et il y a plusieurs manières de faire ça, mais en règle générale, les étages d'un mastering, c'est de l'équalisation au départ. C'est éventuellement quelques armes secrètes pour modifier l'impact, modifier l'image stéréo, des choses qui ne servent qu'en mastering, mais c'est à ce moment-là qu'on s'en sert. Il y a bien sûr un peu de compression, et je dis un peu volontairement. Il est très rare de devoir squasher un mix avec un mastering. Et après, il y a deux étapes cruciales qui sont la limitation et la maximisation. Ça te permet d'obtenir pour chaque morceau individuellement le meilleur de ce que tu pouvais en tirer. Mais tu as beau avoir une ligne de conduite, une ligne directrice, une idée de ce que tu veux obtenir, et l'obtenir pour chacun des morceaux. Ensuite, il y a une deuxième étape qui est cruciale dans le cas d'un album, et qui est la cohérence des morceaux les uns par rapport aux autres. Et donc là, il y a une étape supplémentaire, qui nécessite une grande concentration à l'écoute, et qui fait que quand tu passes d'un morceau à l'autre, il faut vraiment que tu aies l'impression d'écouter le même disque. Et c'est là que tu fais quelques corrections encore, minimes généralement. Si tu dois faire de grosses corrections à cette étape-là, c'est que tu as raté quelque chose, ou dans le mixage ou dans le mastering d'un des morceaux. Une fois que les mix sont terminés, la première étape, c'est le mastering individuel de chaque titre, et la deuxième étape, c'est l'écoute globale de l'album avec des micro-corrections pour que la cohérence soit améliorée. Les outils de mastering automatique qui sont proposés aujourd'hui sont devenus de bons outils. Ce n'était pas encore le cas il y a quelques temps, mais l'avant-dernière mouture de Ozone, par exemple, que j'ai eu l'occasion de tester, donnait déjà des résultats intéressants. Et la toute dernière mouture d'Ozone, Ozone 10, que j'ai eu également l'occasion de tester, donne des résultats étonnamment qualitatifs. Alors après, c'est une manière de faire le mastering, c'est une direction, mais en tant qu'ingénieur du son, ce que cet essai m'a fait comme impression, c'est que cet outil pourrait éventuellement m'ouvrir des portes auxquelles moi je n'aurais pas pensé tout de suite. En tout cas, aujourd'hui en 2022, par rapport à simplement en 2017, la qualité et l'utilité de ces outils de mastering automatique a été multipliée par 1000. Maintenant, est-ce que c'est aussi bon qu'un ingénieur mastering? Ça dépend. Si ton ingénieur mastering est mauvais, oui. Si ton ingénieur mastering est bon, non. Le matériel du studio, outre les enregistrements, donc ce sont des micros. On a déjà parlé des micros de batterie, il y en a 10. Il y a un micro de chant et puis plusieurs autres micros disséminés dans la pièce. Les micros de la paire stéréo pour le piano également. Le studio possède un peu de matériel analogique, notamment des préamplis. Il y a une table de mixage, il y a le Gain Station de chez SPL, il y a le Gold Mic de chez SPL, il y a le Jomic TwinQ. Et le studio possède également des outils numériques. Aujourd'hui, on fait beaucoup de choses dans la boîte parce que les plugins ont vraiment augmenté en qualité sur ces 10-15 dernières années. Et on utilise notamment ici des plugins UAD. On les a quasiment tous. Il y a un style Blue Little Penny. C'est un style qui est vaste
C'est-à-dire que le champ d'action de ce groupe est vaste. Après, le style est le même. Et ça s'entend lorsqu'on écoute les morceaux. Les morceaux sont différents les uns des autres, mais il y a un style. Leurs influences, on peut entendre beaucoup de choses. On peut entendre des groupes pop années 60-70, on peut entendre un peu d'urbain, on peut entendre un peu de classique. Je crois que leurs influences sont multiples, elles sont différentes aussi pour chacun des quatre, et c'est certainement ce qui fait la richesse de leur background et du résultat qu'ils sont capables de produire. Dans le paysage de la musique actuelle, qu'elle soit française ou anglo-saxonne, on fonctionne beaucoup par genre, c'est-à-dire mais des genres là. Moi, quand j'étais jeune, parce que ça m'est arrivé, il y avait la pop, le rock, la new wave, le machin. Aujourd'hui, les genres, c'est beaucoup plus fin que ça. C'est-à-dire que dans la pop, il y a 245 sous-genres. Et quelqu'un qui fait un genre, il fait ce genre-là. Il sort pas de sa petite... Bon, les Blue Little Penny ne rentrent pas dans ce genre de schéma, du tout. Parce que rien que sur un album de 12 titres, ils vont te faire 12 genres différents. Alors, mais en même temps, est-ce que finalement, c'est pas ça qui aurait sa place? Parce que qu'est-ce qu'il y a de plus ennuyeux que d'écouter 12 fois la même chanson, du même genre, par le même artiste? Donc, au final, faire des choses qui, tout en restant cohérentes, explorent des mondes différents, ça peut-être rendre l'expérience de l'auditeur plus intéressante. Il y a deux moments de l'enregistrement de l'album qui m'ont marqué, et qui m'auront marqué vraisemblablement à vie. Le premier, c'est à la fin de la première session d'enregistrement, lorsque on venait d'enregistrer la version anglaise de Vol ce monde. C'était la première session. J'ai réalisé un mixage rapide de tout ce qu'on avait enregistré, et je leur ai dit, si vous le souhaitez, on peut écouter le morceau en entier, quasiment terminé. Ils se sont mis tous les quatre en face des deux grosses enceintes. Ils se sont pris comme ça sous les épaules, comme une équipe de rugby qui allait rentrer en mêlée. Et j'ai envoyé le son un peu fort. Je me suis reculé de 10 mètres et je les ai regardés faire les cons pendant 3 minutes. C'était juste génial. Et le deuxième souvenir que j'ai, qui m'aura marqué à vie aussi, c'est arrivé pendant l'enregistrement du dernier morceau, Des Faux Infaillibles. On enregistrait les voix. Évidemment, la direction vocale, c'était compliqué. Avec Jérémy, c'est toujours un peu tendu. Et il y a un moment où il a chanté une phrase avec exactement l'intention qu'il fallait, exactement l'émotion qu'il fallait, plus un peu de poudre de perlimpinpin que je ne saurais pas définir. Et je me souviens avoir eu un frisson qui est parti de derrière ma nuque et qui m'est parcouru jusqu'à la cuisse. Et j'ai fait « Waouh !» Le studio est équipé de plusieurs instruments. On a un très vieux piano droit, l'un des premiers pianos droits fabriqués avec un cadre métallique. Il doit avoir une centaine d'années. On a ici 3 claviers, un SR10 de chez Ensoniq, un SY77 de chez Yamaha et un Motif XS8, dont on a le frère jumeau ici. Quelques guitares et basses. Une batterie sonorisée avec 10 micros. Une table de mixage. Mhm. On a ici le rack analogique. D'accord. Le système d'amplification. Ouais. Le cœur du studio, c'est bien entendu l'ordinateur. Mhm. On utilise Reaper et les plugins UAD. Et au milieu de tout ça, il y a donc l'ingénieur du son.